Ce n'est ni l'horloge ni le calendrier qui retardent ta vie. C'est toi. Il y a une vérité qui dérange beaucoup de gens, mais qu'on ne peut pas ignorer. Chaque minute que tu choisis de remettre à plus tard, chaque excuse que tu fabriques pour cacher tes propres fractures, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Nous nous sommes habitués à chercher des responsables à l'extérieur, à négocier avec nos faiblesses, à déguiser la paresse en prudence. Mais la réalité est directe. Seul toi as la clé, et tant que tu attends un moment idéal, tu ne feras que cumuler une dette intérieure. Le coût de rester le même est énorme, même si tu préfères ne pas y penser. Aujourd'hui, je ne te parle pas de motivation passagère ni de promesses vides. Je te parle d'une transformation réelle, forgée dans l'inconfort et la discipline. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. La vie ne s'adapte pas à tes désirs, et la seule réponse digne est l'action. Personne ne va te sauver. Être radicalement responsable est le premier pas. Si tu cherches des résultats différents, tu ne peux pas continuer avec les mêmes mécanismes mentaux qui te maintiennent piégé. Cette année peut être la meilleure de ta vie, mais pas parce que le monde change, mais parce que tu décides de prendre le contrôle, de faire taire tes justifications et d'agir même si c'est difficile. Plus d'excuses, plus d'attentes. Si tu acceptes le défi, tu vas découvrir de quoi tu es vraiment capable. Ici, commence le travail, sans anesthésie et sans raccourci. 1. Prends le contrôle total de ta vie. La vérité est dure et ne plaît à personne. Personne ne viendra te sauver. Il n'existe pas de moment magique, ni de signal, ni d'impulsion extérieure qui te sauvera de la médiocrité ou de l'insatisfaction. Si tu attends encore que les circonstances changent, si tu t'accroches au calendrier ou à la promesse de « quand tout ira mieux », tu perds ton temps et, pire encore, tu te trahis toi-même. Tout ce que tu ne prends pas en charge est une dette qui s'accumule. Chaque excuse que tu te donnes, chaque fois que tu blâmes le travail, ta famille, ton passé, le climat, l'économie, tu ne fais que renforcer ce mécanisme mental qui te maintient faible. Ce mécanisme est confortable. Il te permet de glisser à travers la vie en répétant que tu ne pouvais rien faire, que c'est comme ça, que d'autres ont plus de facilité. Mais le confort est le prix de ton propre stagnation. Le contrôle total de ta vie n'est pas une option décorative, c'est le seul moyen de briser l'inertie. La responsabilité radicale n'est pas une belle phrase, c'est la décision consciente et brutale de cesser de déléguer ton pouvoir à des facteurs externes. Tu veux une année différente ? Commence par cesser de négocier avec tes propres excuses. Tu n'es pas spécial à cause de tes problèmes. Tu n'es pas une exception dans l'univers. Nous portons tous des poids, nous avons tous des cicatrices, mais le seul qui peut transformer ce poids en force, c'est toi. C'est inconfortable, oui, et c'est pourquoi presque personne ne le fait. C'est pourquoi la plupart se contentent d'une existence tiède, pleine de justifications faciles. Mais si ta vie t'importe vraiment, tu ne peux pas continuer à déguiser en maturité ce qui est en réalité de la peur de prendre le gouvernail. Prendre le contrôle total implique de cesser de chercher des coupables. Cela implique de regarder en face ces parties de toi que tu préférerais ignorer. Ta paresse, ton manque de constance, ta tendance à te saboter. L'autotromperie est l'ennemi invisible qui te vole des années. C'est pourquoi tu dois être impitoyable avec toi-même, sans tomber dans l'auto-apitoiement, ni dans le châtiment inutile. Tu dois apprendre à différencier entre une autocritique constructive et l'autopitié paralysante. La première te reconstruit, la seconde t'enfonce plus profondément dans l'apathie. Être responsable ne signifie pas te blâmer pour tout ce qui arrive, mais bien te rendre responsable à 100% de la façon dont tu réagis, de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Tu n'es pas une marionnette, tu es l'architecte de ton caractère. Il y a une phrase que tu dois tatouer dans ton esprit. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qu'ils attendent de toi, ni ce que le monde pense être possible pour toi. Ce qui détermine ton destin, ce sont tes actions quotidiennes, ce que tu choisis de tolérer en toi-même, ce que tu permets de se répéter et de devenir une habitude. Chaque jour est une décision. Ajouter de la force ou ajouter de la dette.
Il n'existe pas de neutralité. Soit tu avances, soit tu te noies. Le contrôle total de ta vie est une exigence inconfortable, mais c'est la seule porte vers une transformation réelle. Cesse de négocier avec ta médiocrité. Choisis la difficulté. Choisis l'inconfort qui forge le caractère, pas le confort qui anesthésie. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation. Il s'agit d'agir même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne t'applaudit. Personne ne va se battre pour toi. Personne ne va porter ton histoire ni tes rêves. Toi seul peux prendre cette décision radicale. Cesser d'être un spectateur et devenir pleinement responsable de ton processus. Et c'est la vérité qui dérange, mais aussi celle qui libère. Le premier pas est brutal. Cesse de te mentir. Prends le contrôle et prends en charge, sans concession. C'est ce qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent à attendre. 2. Élimine les excuses et les justifications internes. Tu te réveilles et ton réveil sonne pour la 3e fois. Tu sais parfaitement que la journée commence mal quand la première chose que tu fais est de négocier avec toi-même. Juste 5 minutes de plus, tu te répètes, comme si ce petit retard n'était pas important. Mais dans ce choix, si quotidien et apparemment innocent, se cache le germe de toutes les excuses et justifications internes qui t'empêchent d'avancer. Il ne s'agit pas de l'horloge, ni de la fatigue accumulée, ni même du temps qu'il fait. C'est la voix dans ta tête qui trouve toujours une raison de remettre à plus tard, de céder, de ne pas affronter l'inconfort. Cette voix est habile, persuasive et se déguise en logique. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'essayer. Demain sera mieux. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai trop de choses en tête. Chaque phrase est une excuse que tu fabriques pour ne pas avoir à faire face à l'exigence de l'action. Le véritable problème est que tu as permis à ces justifications de devenir une partie de ton identité. Chaque fois que tu répètes le même argument, chaque fois que tu te racontes la même histoire sur pourquoi tu ne peux pas ou pourquoi ce n'est pas le moment, tu renforces un mécanisme automatique qui t'éloigne de ton potentiel. Il est facile de se tromper, car personne n'écoute ce dialogue interne sauf toi. Personne d'autre ne voit le coût réel de ces petites concessions quotidiennes. L'énergie que tu perds, la confiance qui s'érode, la dignité qui se dilue dans l'autocomplaisance. Le piège est subtil. Tu te convaincs que tu es raisonnable, que tu fais preuve de compassion envers toi-même. Alors qu'en réalité, tu remets à plus tard le conflit que tu devrais affronter une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas grave si je ne le fais pas aujourd'hui, mais si ça l'est. Chaque fois que tu te justifies, tu affaiblis la discipline comme un muscle qui ne s'entraîne pas. Il ne s'agit pas d'une volonté surnaturelle ni d'une force mystique. C'est un exercice d'honnêteté brutale. Pour éliminer les excuses, tu dois identifier les schémas exacts qui les déclenchent. À quel moment te permets-tu d'échouer? Quelles histoires internes répètes-tu pour ne pas te sentir mal à l'aise? Le mécanisme est presque toujours le même. Tu minimises le coût de tes décisions, tu maximises la difficulté de l'effort, tu cherches des coupables invisibles et tu finis par accepter une version médiocre de toi-même. Il ne s'agit pas de t'attaquer ni d'installer une culpabilité obsessionnelle, mais de reconnaître que chaque excuse acceptée est une fracture dans le caractère que tu souhaites construire. La discipline ne se forge pas dans de grands gestes, mais dans la bataille silencieuse contre les justifications quotidiennes. Si tu t'habitues à négocier avec chaque petit défi, à donner de l'espace à cette voix interne qui adoucit ta responsabilité, ne sois pas surpris lorsque les résultats sont tièdes ou inexistants. Personne ne devient fort en justifiant sa faiblesse. Personne ne grandit en accumulant des excuses. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'adoucir tes propres limites et que tu décides d'agir même si tout dans ta tête cherche à te convaincre du contraire. Élimine la justification avant qu'elle ne devienne une habitude. La différence entre avancer et stagner réside dans les histoires que tu cesses de te raconter. Le jour où tu en auras assez de tes propres excuses, ton véritable changement commencera. C'est la ligne qui sépare ceux qui se réinventent de ceux qui vivent piégés dans le confort de leurs prétextes. Élimine la justification et commence à bouger même si ça fait mal. C'est ça, le courage quotidien. 3. Résiste à la difficulté sans te victimiser. Je confesse que,
Bien des fois, j'ai ressenti la tentation de chercher de la compassion lorsque la difficulté me submerge. Je ne le dis pas comme une pose héroïque, mais comme une vérité inconfortable. Une partie de moi veut que quelqu'un reconnaisse l'effort, valide la fatigue, donne la permission de baisser les bras, ne serait-ce qu'un instant. C'est un mécanisme subtil, presque automatique. L'esprit apprend à identifier la douleur et, au lieu de se durcir, cherche à l'adoucir à travers le récit de la victime. Et à ce stade, même si tu ne le dis pas à voix haute, ta narration interne commence à tourner autour de l'injustice, du poids excessif, de l'idée qu'il est trop demandé de te demander de la résistance. C'est la racine de l'autolimitation. La difficulté devient une excuse pour renforcer que personne ne pourrait, pour déformer la valeur réelle du défi et, surtout, pour justifier la stagnation. Mais si tu décomposes cet élan, tu découvres que se victimiser est une stratégie pour négocier avec son propre effort. Tu essayes d'obtenir une permission invisible pour abandonner, comme si la douleur était un argument suffisant pour cesser d'essayer. L'esprit est expert pour magnifier sa propre souffrance et minimiser sa capacité de réponse. Lorsque le défi devient plus difficile, le premier réflexe est souvent de chercher une sortie mentale. Se comparer, se lamenter, signaler que d'autres ont plus de facilité ou se rappeler des injustices passées pour donner un sens à la fatigue présente. Tout cela a une fonction. Réduire la pression de la responsabilité et déplacer le focus vers des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Tu cesses d'analyser de manière stratégique comment avancer et tu entres en mode de défense émotionnelle. C'est un raccourci confortable, mais cela a un prix. Chaque fois que tu cèdes à cette narration, tu renforces l'habitude de te rendre avant l'heure, d'abandonner la discipline juste au moment où tu en as le plus besoin. La douleur psychologique devient un filtre qui déforme la perception. Ce qui pourrait être une opportunité de croissance se transforme en un test impossible. Résister à la difficulté, d'un point de vue stoïque, ce n'est pas nier la souffrance, ni faire semblant que cela ne fait pas mal. C'est prendre la décision consciente de ne pas utiliser la douleur comme un argument pour reculer. Ici, la clé n'est pas de savoir combien tu peux supporter, mais comment tu traites l'expérience. Si ton esprit interprète chaque obstacle comme une offense personnelle, la fatigue se multiplie et la motivation se dissout. En revanche, si tu t'entraînes à voir la difficulté comme un processus neutre, une partie inévitable du chemin, l'approche change. Tu cesses de chercher des témoins pour ta douleur et tu te concentres sur la résolution de ce qui dépend de toi. C'est une différence fondamentale. La victime cherche de la compréhension, celui qui résiste cherche des solutions. La conséquence de ne pas se victimiser est brutalement simple. Tu récupères ton pouvoir de décision. Il ne s'agit pas de durcir jusqu'à devenir insensible, mais de ne pas permettre au récit de la souffrance de te voler la capacité d'agir. L'effort, lorsqu'il est assumé sans fioriture, devient un muscle qui se renforce avec chaque difficulté surmontée. Personne ne te doit rien pour résister. Personne ne va te récompenser pour tenir bon. Mais personne ne peut non plus te retirer la dignité de continuer, même sans reconnaissance. C'est la base de la véritable force. La capacité de soutenir l'effort silencieux, de choisir l'action lorsque l'esprit demande de la compassion. Résiste sans récit de victime. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est le filtre que tu dois installer pour séparer l'inconfort productif de la stagnation déguisée en lutte héroïque. Au final, la difficulté n'est pas une épreuve que tu dois expliquer ou justifier. C'est juste la matière première de ta transformation. Si tu entraînes ton esprit à résister sans te victimiser, tu deviens imparable. Tout le reste n'est que bruit. 4. Agis de manière disciplinée, même sans motivation. Une horloge sans pile indique la même heure toute la journée, mais ne avance pas, peu importe combien tu la regardes. C'est ainsi que fonctionne le corps lorsque tu attends que la motivation te pousse. Tu restes immobile, attendant une étincelle qui n'arrive jamais, tandis que le temps s'accumule comme de la poussière dans les engrenages. La discipline, en revanche, est cette main invisible qui oblige les aiguilles à tourner même lorsque l'élan initial s'est épuisé. Il y a des matins où la fatigue pèse comme une pierre,
Tu te lèves, les paupières encore collées, l'air froid griffant la peau, et chaque fibre de ton être exige une trêve. Le premier mouvement est grossier, presque forcé. Tu marches vers où tu dois être, pas vers où tu veux. Le petit déjeuner a un goût insipide, le monde semble lent, le corps se sent maladroit. Et pourtant, tu fais le pas suivant. Le geste le plus petit, comme lasser tes chaussures ou servir de l'eau, devient une déclaration d'intention. Aujourd'hui, tu ne décides pas depuis l'émotion, mais depuis l'engagement. Ceux qui vivent en attendant la motivation ressemblent à ces athlètes qui ne s'entraînent que lorsqu'il y a du public. Ils ne comprennent pas que la grandeur se sculpte loin des projecteurs, dans la répétition silencieuse de l'inconfort. La discipline n'a pas besoin de témoins, ni d'applaudissements, ni d'une promesse de récompense immédiate. Les jours gris, les moments où la paresse te murmure à l'oreille que rien n'a d'importance, sont le véritable terrain d'entraînement. C'est là que se construit la différence entre ceux qui progressent et ceux qui s'arrêtent. La peau s'habitue au poids de la routine, les muscles mentaux se durcissent. Il n'y a pas de raccourci, seulement l'accumulation patiente de décisions inconfortables. Chaque fois que, malgré l'ennui ou l'irritation, tu t'assois pour étudier, t'entraîner, travailler ou même juste ranger ton espace, tu déclares ton indépendance de la motivation. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie interne. Les rituels de la discipline sont presque toujours inesthétiques. Personne ne veut voir quelqu'un échouer encore, et encore tout seul, ni entendre les bâillements d'un matin où il ne s'agit que de remplir ses obligations. Le monde célèbre le résultat, mais ignore le processus. Là se trouve le secret. Accepter que l'image héroïque n'arrive jamais au moment de l'action quotidienne. La sueur, l'erreur, le bâillement, l'inconfort, ce sont les matériaux de la transformation. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Cette phrase est la frontière entre l'amateur et l'adulte. Tu ne deviens pas quelqu'un de fiable par ce que tu ressens, mais par ce que tu fais quand personne ne regarde. L'esprit cherchera des excuses sensées. Que le corps demande du repos, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'énergie, que demain sera différent. Mais la discipline est la réponse qui interrompt ce discours. Une coupure directe dans la narration. Cela se sent comme une rupture. Tu prends le téléphone pour commencer à travailler, même si tu préférerais te perdre dans des distractions. Tu sors marcher quand le canapé t'appelle, tu termines le rapport quand tout ton système nerveux demande à s'évader. Le détail tangible, l'action concrète, est le rappel que ta vie se construit précisément dans ces moments où tu préférerais abandonner. La motivation est éphémère, la discipline est structure. Il n'y a aucun secret derrière ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires. Juste une accumulation de jours où ils ont agi sans envie, sans éclat, sans inspiration. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, une nouvelle base s'installe, un fondement invisible mais solide. C'est là que se forge la véritable confiance, non pas dans ce que tu prévois, mais dans ce que tu exécutes lorsque ton esprit veut négocier. La vie se transforme lorsque tu comprends cela. Les émotions vont et viennent, mais les engagements tenus laissent une empreinte. Personne ne regrette d'avoir fait ce qu'il devait, même si cela a fait mal. Choisis la discipline sans demander la permission à ton humeur, et tu commenceras à voir comment l'horloge recommence à bouger. 5. Construis une identité cohérente et forte. Personne ne te respecte plus que tu propre respect pour tes décisions. C'est la vérité inconfortable qui marque la limite entre ceux qui construisent une vie solide et ceux qui passent leur vie à improviser des excuses. Si ton identité dépend des circonstances, des compliments ou de l'approbation des autres, tu es aussi fragile que ton environnement. Un coup peut te désarmer, une critique peut te faire vaciller. Le problème, c'est que tu opères depuis des années avec une image diluée, t'adaptant pour t'intégrer, disant oui quand tu veux dire non, justifiant chaque recul et maquillant chaque échec avec des explications que toi seul achètes. Tout cela a un coût. Tu deviens une somme de contradictions, une personne qui ne peut même pas faire confiance à sa propre parole. Et la confiance en soi n'est pas une question d'estime de soi bon marché ni de phrases motivantes. C'est le résultat de vivre selon les mêmes principes que tu exiges des autres.
Si tu te trahis chaque jour, si tu négocies avec ta parole, si tu fais des promesses que tu romps en privé, ton identité s'érode jusqu'à devenir une collection de fragments qui ne s'emboîtent pas. Cesse de te mentir. Personne ne va construire pour toi la version de toi que tu admires en secret. Tu n'es pas tes intentions, tu es tes actes répétés. Cela signifie ou à chaque fois que tu tolères une incohérence, tu renforces le schéma mental de la faiblesse. Chaque petite trahison de tes propres principes est un investissement dans la méfiance. Une dette qui s'accumule et qui te coûte ensuite sous forme d'insécurité, d'anxiété ou de vide existentiel. Tu veux une identité forte, mais tu continues à alimenter l'image de quelqu'un d'incapable de se tenir debout quand personne ne regarde. Il est facile de dire que tu as des valeurs, que tu es discipliné, que tu es constant. Ce qui est difficile, c'est de le prouver quand la fatigue pèse, quand personne ne t'observe, quand la tentation d'abandonner est écrasante. L'identité cohérente ne se construit pas en déclarant des intentions, elle se forge dans l'acte de respecter ce que tu décides, même si personne ne célèbre l'effort. Aujourd'hui, tu dois te demander, que tolères-tu en toi que tu n'accepterais jamais chez un autre? C'est la seule question qui compte, et si tu as le courage d'y répondre sans embellissement, tu trouveras la racine de ta faiblesse. Si tu justifies tes propres reculs tout en exigeant de la fermeté chez les autres, si tu demandes du respect mais ne te le donnes pas en privé, ta parole ne vaut rien. La base d'une vie puissante est simple. Fais en sorte que tes actions soient alignées avec tes principes, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si l'environnement te traite de têtu ou d'extrême. La cohérence n'est pas flexibilité émotionnelle ni adaptabilité infinie. C'est savoir à quoi tu ne renonceras pas, en aucune circonstance. Tu es ce que tu permets de se répéter. Gravère cela dans ton esprit et utilise-le comme filtre implacable pour chaque décision quotidienne. Ne te laisse pas tromper par l'idée que tu peux changer ta vie sans reconstruire ton identité depuis la racine. Si tu continues à agir comme un spectateur, justifiant chaque incohérence, tu resteras invisible même pour toi-même. Le respect de soi se construit dans le silence, dans la solitude de tes engagements quotidiens, dans la décision de ne pas négocier avec l'effort, même si personne ne te récompense. Si tu veux que ta vie change, commence par nettoyer les fractures internes. Élimine les masques. Assume le coût de l'honnêteté et cesse de demander au monde de te donner la validation que tu n'oses pas te donner. Une identité cohérente est la force que personne ne peut te ravir, car elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Soit tu deviens quelqu'un qui tient sa parole, soit tu restes esclave de tes propres justifications. C'est aussi simple que cela. 6. Maîtrise ton esprit et fais taire le bruit. L'esprit n'est pas ton ami par défaut. Si tu ne le maîtrises pas, il te sabote. C'est la réalité que presque personne ne veut accepter. Le plus grand obstacle que tu vas rencontrer n'est pas à l'extérieur, mais dans l'espace privé de tes pensées, dans ce flux interminable d'opinions, de comparaisons, d'histoires et de doutes, qui semble avoir une vie propre. Là, dans ce dialogue interne chaotique et souvent venimeux, se décide la qualité de ta vie. Peu importe à quel point tu essayes d'être discipliné dans tes actions, si ton esprit continue d'opérer comme un ennemi déguisé, générant du bruit, anticipant des échecs, exagérant des menaces et installant des peurs. L'échec ne commence pas dans le résultat, mais dans la conversation que tu as avec toi-même avant d'agir. Personne ne t'avertit du moment exact où ton attention se fragmente et ton énergie se disperse. Cela se produit en silence, lorsque tu permets aux préoccupations des autres de t'infecter, lorsque tu donnes plus de poids au jugement externe ou à ta propre perception, lorsque tu te laisses distraire par des stimuli sans importance et oublies ce qui compte réellement. Chaque jour, ton environnement et ton esprit se disputent pour s'emparer de ton attention. Et si tu ne deviens pas implacable dans le filtrage de ce que tu laisses entrer, tu finis par vivre une vie empruntée, adaptée aux attentes des autres et sans véritable direction. La liberté mentale ne se donne pas, elle se conquiert par le biais de la rigueur et d'une pratique consciente. Maîtriser ton esprit, c'est apprendre à identifier les schémas automatiques qui drainent ton énergie et à prendre le contrôle de ce processus avant qu'il ne devienne une inertie irréversible. Le bruit, tant interne qu'externe,
est le piège le plus moderne et le plus ancien à la fois. À l'intérieur, des doutes, des reproches, des histoires d'insuffisance et d'anxiété déguisées en prudence te maintiennent en mode attente, répétant des scénarios négatifs qui ne se produisent jamais ou revivant des erreurs passées, comme si elles pouvaient définir ton avenir. À l'extérieur, les voix des autres, le flux interminable d'informations et la pression sociale installent dans ta tête des objectifs et des peurs qui ne t'appartiennent même pas. Si tu ne développes pas la capacité de créer un espace de silence stratégique, tu finis par vivre en mode réactif, répondant à des impulsions et à des attentes que tu n'as pas choisies. Le véritable pouvoir est le résultat d'une attention dirigée. Là où tu mets ton attention, ta vie grandit. Maîtriser l'esprit n'est pas le faire taire de force, mais l'entraîner à séparer l'utile du superflu. C'est un processus quotidien, inconfortable, mais non négociable. Tu ne peux pas te permettre d'être un esclave de tes pensées automatiques. Le stoïcisme l'a clairement établi. Tu ne contrôles pas ce qui apparaît dans ta tête, mais tu contrôles ce que tu choisis de maintenir. L'autodiscipline mentale consiste à reconnaître quand une pensée n'est qu'un reflet conditionné et quand elle mérite ton attention active. Faire taire le bruit n'est pas faire disparaître l'esprit, c'est le gouverner. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. C'est une ligne que tu ne peux pas franchir si tu aspires à une vie solide. L'entraînement commence chaque matin. Observe la qualité de tes premières pensées. Si tu détectes de l'anxiété, de la peur ou de la dispersion, ne les nourris pas. Installe le filtre. Décide, de manière consciente, ce que tu autorises à rester et ce que tu rejettes, avant que cela ne devienne une nouvelle fracture dans ton caractère. Le silence choisi est la base de la clarté. Ta force mentale se mesure par ce que tu es capable d'ignorer, par le nombre de distractions que tu peux laisser passer sans céder, par la capacité de maintenir un objectif même, lorsque l'esprit te propose 1000 alternatives. Ne cherche pas la paix, construis le silence. Maîtrise ton esprit, et tout le reste commence à s'organiser. Sans cette maîtrise, tu n'es qu'un spectateur confus de ta propre vie. 7. Exige-toi depuis le respect de soi. Tu te trouves devant le miroir de l'ascenseur, chemise légèrement froissée, visage fatigué, le café refroidissant encore dans le thermos. Tu penses à cette réunion, aux tâches en attente, à la promesse que tu t'es faite la nuit précédente de ne plus remettre à plus tard ce qui est important. Mais, quand vient le moment d'exiger un peu plus de toi-même, de faire ce pas inconfortable hors de la routine, le doute surgit. Es-tu trop dur avec toi-même ou te respectes-tu vraiment suffisamment pour ne pas te contenter de moins que ce dont tu es capable? C'est ici que l'auto-exigence se confond facilement avec la punition ou la recherche de perfection impossible. Et là, à ce point exact, la plupart échouent. Non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils choisissent l'exigence depuis un lieu d'épuisement, non depuis le respect de soi. Si tu analyses la racine de ta résistance à te demander plus, tu verras que souvent elle provient d'une idée déformée de ce que signifie prendre soin de soi. Tu as appris à associer l'autocompassion à l'évitement de l'effort et l'auto-exigence à l'auto-punition. Mais en réalité, le respect de soi a peu à voir avec être indulgent ou permissif, et beaucoup avec valoriser ton potentiel suffisamment pour ne pas tolérer la médiocrité en toi. Lorsque tu t'exiges par respect, tu établis une norme interne qui ne dépend pas du regard des autres. Tu cesses de négocier avec tes faiblesses parce que tu comprends que chaque concession est une petite trahison à ce que tu pourrais devenir. Le respect de soi est la base de toute exigence réelle. Si tu pars de là, la discipline cesse d'être une chaîne et devient une reconnaissance de ta propre valeur. En termes pratiques, cela signifie examiner avec une brutalité honnête quelles sont les limites que tu te fixes sous l'excuse de ne pas vouloir te blesser. Si tu décides de sauter l'entraînement, de procrastiner ce projet ou de céder à la tentation de remettre à plus tard ce qui est difficile, est-ce que tu te soignes vraiment? Ou est-ce que tu renforces simplement une version paresseuse de toi? Le respect de soi exige que tu te traites comme quelqu'un de précieux, non comme quelqu'un de fragile. Cela signifie établir des règles internes qui ne se négocient pas chaque fois que l'inconfort apparaît.
Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que ce qui est juste, tu envoies à ton esprit le message que tes objectifs valent moins que ton confort momentané. Ainsi, le cycle se répète. La norme baisse, l'auto-justification grandit, la confiance disparaît. S'exiger depuis le respect de soi n'a rien à voir avec l'autocritique destructrice, mais avec la clarté de qui tu veux devenir et l'engagement quotidien de te déplacer, même si c'est un petit pas dans cette direction. C'est réaliser que personne ne te traitera mieux que toi-même en privé. Si tu n'es pas le premier à établir tes limites, à te corriger lorsque tu t'écartes, à te demander plus lorsque le confort t'appelle, personne ne le fera pour toi. C'est ici que la stratégie mentale change. Au lieu de te demander si tu en as envie, tu te demandes si tu honores tes normes. Tu cesses de chercher une validation externe parce que tu deviens le gardien de ton propre respect. Rien ni personne ne peut t'exiger plus dignement que toi-même. La conséquence logique de cette approche est que ton auto-exigence devient le filtre qui sépare la véritable croissance de l'auto-illusion. Il ne s'agit pas de chercher l'approbation, ni de tomber dans le piège de l'hyperproductivité vide. Il s'agit de maintenir la cohérence entre ce que tu dis vouloir être et les décisions que tu prends chaque jour. Si ton respect de soi est élevé, ta discipline cesse de dépendre de la motivation ou de l'humeur. Elle devient le reflet naturel d'une identité qui ne tolère pas le statu quo. Et cette sécurité intérieure, cette solidité qui découle du fait de te tenir à tes engagements, est le plus grand investissement que tu puisses faire. L'exigence qui naît du respect de soi est la seule qui te libère. 8. Évalue et ajuste ta trajectoire chaque jour. Parfois, je me surprends à passer en revue les détails les plus minimes de ma journée, non par obsession, mais par ce mélange inconfortable de culpabilité et d'autodéfense. Il y a des fragments de la journée qui pèsent plus que je ne l'admets. Le geste automatique d'éviter un appel, le regard perdu devant un écran alors que le travail s'accumule, le petit détour de la route que j'avais promis de ne plus prendre. Ce n'est pas agréable de le reconnaître, mais la plupart des erreurs de ma vie n'ont pas été de grandes explosions, mais des accumulations imperceptibles de petits détours que j'ai choisi d'ignorer. Le corps le sait avant l'esprit. Cette fatigue subtile quand la nuit tombe et que tu sais que tu n'as pas pris le virage nécessaire à temps. L'autosatisfaction se déguise en routine et, quand tu t'en rends compte, la semaine entière s'est écoulée sans une seule décision difficile. Le problème est que personne ne viendra te signaler le détour. C'est à toi de le faire, même si cela fait mal. L'évaluation quotidienne n'est pas une pratique confortable ni agréable. Elle nécessite une franchise absolue, presque cruelle, pour regarder les faits sans embellissement. Ce n'est pas s'asseoir pour écrire des phrases motivantes ni chercher du réconfort dans ce qui s'est bien passé. C'est observer comme quelqu'un qui vérifie le solde d'un compte. Ce que tu as ajouté aujourd'hui, ce que tu as dépensé, quelles décisions ont renforcé ton caractère et lesquelles l'ont simplement mis sur pause. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait chaque soir non pas pour célébrer ses vertus, mais pour décomposer ses défauts et corriger sa trajectoire le lendemain. La véritable transformation se construit là, dans ce moment inconfortable où tu admettes ce que tu as toléré en toi-même, ce que tu as reporté, ce que tu as décidé de regarder ailleurs. L'honnêteté envers soi-même est le début du progrès. Cette phrase courte renferme toute la brutalité de l'auto-examen. Il n'y a pas d'avancée possible si tu te permets le luxe d'ignorer tes propres fractures. Le corps te parle aussi par des gestes concrets. Le froncement de sourcils lorsque tu te demandes un peu plus, la tension dans les épaules quand tu sais que la journée n'a pas été suffisante, la respiration contenue en repassant mentalement cette conversation que tu as évitée par peur du conflit. Chaque petit symptôme physique est un signe, un indicateur qu'il y a quelque chose à corriger. L'ignorer, c'est choisir la cécité. Y prêter attention et ajuster est l'acte le plus radical de respect de soi. Le jour où tu t'habitues à franchir la porte de chez toi, sans te demander où tu as échoué, tu commences à abandonner ton propre processus. L'auto-évaluation n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est le seul moyen d'entraîner l'esprit à ne pas répéter les mêmes justifications de toujours. Ajuster la trajectoire n'est pas faire de grandes promesses, ni se réinventer chaque lundi, mais avoir le courage de modifier la direction chaque jour. C'est regarder en face cette décision qui te dérange, cette habitude que tu résistes encore à changer, ce détail qui semble mineur mais qui, répété, finit par déformer toute ta trajectoire.
Personne ne devient une version puissante de soi-même en fuyant l'examen quotidien. La différence entre avancer et stagner réside dans la capacité à ajuster, même d'un seul degré, ce qui ne fonctionne pas. Le progrès n'est pas une coïncidence, c'est une correction constante. C'est la ligne qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui collectionnent des excuses. Le plus brutal dans tout cela, c'est que l'auto-examen ne se célèbre pas. Il ne génère ni applaudissements ni likes. C'est un acte privé, silencieux, presque invisible. Mais c'est là que se forge la discipline authentique, celle qui ne dépend ni du regard des autres ni de l'humeur passagère. Évaluer et ajuster ta trajectoire chaque jour est le filtre définitif. Il sépare ceux qui se réinventent de ceux qui se résignent. Si tu as le courage de regarder, de corriger et de ne pas répéter, ta vie commence à prendre forme. Le reste n'est qu'accumulation de jours vides. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des vérités qui font plus mal que n'importe quelle provocation. C'est toi qui décides si la colère te gouverne ou si tu apprends à la maîtriser. Peu importe à quel point tu crois que ta colère est justifiée, l'effet est toujours le même. Elle t'épuise, elle te prive de clarté et elle te transforme en otage des impulsions des autres. Personne ne va s'arrêter net pour prendre soin de ta paix mentale, donc c'est à toi de la protéger. Cela peut sembler brutal, mais chaque fois que tu exploses, tu remets le contrôle de ta vie aux autres. Et le pire, c'est que tu le fais par habitude, comme quelqu'un qui paie une dette qu'il n'a même pas contractée consciemment. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais vivre à la merci de la colère est un signe de faiblesse émotionnelle, pas de caractère fort. Supporter provoque des fissures internes qui se reflètent ensuite dans tes relations, ta santé et ta vision du monde. La philosophie stoïque ne promet pas de miracle, ni ne te demande de te résigner. Elle exige discipline et courage pour remettre en question tes excuses, pour filtrer ce qui mérite vraiment ton énergie et pour prioriser la sérénité sur l'ego. Si tu cherches des raisons de continuer à réagir de la même manière, tu en trouveras. Mais si tu veux des résultats différents, tu as besoin d'une approche qui ne plie pas devant la provocation la plus facile. Personne d'autre ne va entraîner ton autodiscipline à ta place. Le calme n'est pas résignation, c'est du pouvoir à l'état pur. Ici, tu vas découvrir 10 leçons pour cesser d'être esclave de ta colère et faire du calme ton plus grand atout. 1. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Arrête de te mentir. Ton premier élan n'est pas ta véritable décision. Tu n'es pas esclave de ce que tu ressens au moment où l'on te provoque, mais tu continues d'agir comme si chaque réaction était inévitable, comme si la colère te possédait et que tu ne pouvais qu'observer comment tu te traînes dans le même labyrinthe que toujours. Le confort de blâmer les autres, de justifier tes explosions par un caractère fort ou une situation insupportable ne fait qu'alimenter ta faiblesse. Affronte-le. Personne ne t'oblige à perdre le contrôle. C'est toi qui choisis de céder à ce qui est le plus basique de ton esprit. On t'a appris à confondre réaction et réponse, et tu as acheté ce mensonge parce que c'est plus facile que d'assumer la responsabilité. Mais le prix est élevé. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu renforces une habitude qui devient une fracture dans ton caractère. Chaque réaction automatique t'éloigne de la véritable liberté. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de choisir avec quoi tu t'identifies, avec l'émotion passagère qui te frappe ou avec la volonté de rester maître de toi-même. Te laisser emporter par la colère, c'est te rendre sans te battre, c'est abdiquer ton pouvoir personnel avant même d'essayer. Et oui, ça fait mal de voir à quel point c'est difficile pour toi. Ça fait mal de reconnaître que beaucoup préféreraient empoisonner l'atmosphère, décharger leur toxicité, puis se trouver des excuses, plutôt que de s'arrêter, respirer et agir en pleine conscience. Mais voici la vérité.
Personne ne respecte quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Et perdre le contrôle, c'est, en essence, perdre le respect de soi. Tu dois entraîner ton esprit exactement comme tu entraînerais un muscle atrophié. Chaque fois que tu choisis la pause, même si c'est inconfortable, chaque fois que tu refuses de mordre à l'hameçon de la provocation, tu investis dans ta paix mentale et surtout dans ta dignité. L'autocontrôle n'est pas de la répression. C'est le seul acte authentique de liberté que tu as face à l'inévitable. Le reste n'est qu'une réaction en chaîne, une répétition de schémas étrangers que tu n'as pas choisis, mais que tu continues de perpétuer par paresse mentale. La prochaine fois que tu ressens l'élan de répondre avec colère, demande-toi: est-ce que je veux porter le poids d'une autre réaction automatique ou est-ce que je préfère l'effort de choisir ma réponse, même si cela m'est difficile? Parce que ne te méprends pas, ce qui est facile, c'est d'exploser, ce qui est difficile, c'est de décider. Mais seule la difficulté te transforme. Le calme ne s'improvise pas, il s'entraîne. Et si tu n'es pas capable de choisir ta réponse, tu ne seras jamais maître de rien d'important dans ta vie. Ta réaction révèle ton niveau. L'autocontrôle est la seule victoire que personne ne peut te ravir. 2. Ta calme est ta véritable force. Tu franchis la porte de ta maison après une longue journée. Tu trouves la vaisselle sale, la télévision à plein volume. Quelqu'un te demande quelque chose, sans même te regarder dans les yeux. Tu sens la tension dans ta mâchoire, le battement de ton cœur s'accélérer, comme si ton corps était programmé pour réagir au moindre stimulus. Tu reconnais le désir de te faire entendre, de marquer ton territoire, d'exiger le respect que tu estimes mériter. Mais si tu t'arrêtes une seconde, ce qui émerge n'est pas la puissance, mais une profonde sensation de vulnérabilité. L'impression que si tu ne réagis pas, tu seras invisible, que si tu n'imposes pas ta volonté, tu seras piétiné. La colère ne naît pas de la force, mais de la peur de perdre ce que tu considères comme tienne, ton espace, ton temps, ton importance. La véritable racine de l'impulsion n'est pas la dignité, mais l'insécurité. À cet instant, ton esprit crée une illusion, que exploser te redonnera le contrôle, que réagir te fera gagner de l'autorité. Mais si tu t'observes avec honnêteté, chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu finis par te sentir plus faible. L'éclat de colère te laisse avec une gueule de bois émotionnelle, une dette intérieure qui ne se paie ni avec des cris, ni avec des reproches. C'est là que l'autocontrôle prend un sens complètement différent. Ce n'est pas tenir le silence, c'est choisir avec maturité à quoi tu consacres ton énergie. Tu comprends que ta calme n'est ni passivité ni résignation. C'est une déclaration de pouvoir sur toi-même. La calme est la seule forme d'autorité que personne ne peut discuter, car elle ne dépend ni de la reconnaissance des autres, ni des circonstances extérieures. L'esprit, entraîné pendant des années à réagir, doit remettre en question ses filtres. Pourquoi crois-tu que l'on ne te respecte que si tu imposes ta voix? Quelle partie de toi suppose que céder à la calme est céder à ta valeur personnelle? Lorsque tu observes tes mécanismes sans te justifier, tu découvres que la colère est un masque qui tente de cacher ta peur de ne pas être à la hauteur. Mais plus tu t'identifies à ce masque, plus tu t'éloignes de ta véritable force. La calme est une résistance active. C'est décider de ne pas hypothéquer ta paix pour l'urgence de prouver quoi que ce soit à quiconque. La calme est maîtrise de soi, pas indifférence. C'est une phrase que tu dois te rappeler. Pratiquer cette calme, encore et encore, est inconfortable. Tu ne te sentiras pas grand au début, mais petit et exposé, car le silence te confronte à tes propres insécurités. Mais cet inconfort est le véritable entraînement. Là, dans la pose inconfortable, se construit le muscle invisible de la dignité. Il n'existe pas de force plus inébranlable que celle de celui qui maîtrise sa réaction. La calme ne te rend pas faible, elle te rend inexpugnable. Laisse les autres choisir l'épuisement, choisis la liberté. La calme personnelle ne se négocie jamais. 3. Pratique l'autocontrôle avant de répondre.
Je dois l'admettre, la plupart du temps, lorsque quelque chose m'irrite, la première intention qui surgit n'est ni une réponse construite, ni une réflexion mûre. C'est un instinct presque animal, une sorte de décharge automatique qui cherche uniquement à défendre mon orgueil blessé ou mon besoin de contrôle. Je me rends compte, lorsque je revois ces moments après coup, que ce que j'ai fait n'a pas été de décider, mais de céder. Et le plus inconfortable, c'est que je ne peux même pas le justifier avec honnêteté. Ce n'est pas que je ne pouvais pas m'en empêcher, c'est que je ne me suis jamais vraiment proposé de mettre le frein. Pratiquer l'autocontrôle avant de répondre n'est pas naturel, et c'est la vérité qu'il est difficile d'accepter. Nous avons été programmés pour rechercher un soulagement immédiat, pour couvrir l'inconfort avec des mots lancés sans filtre, comme si soulager la pression interne était plus important que la conséquence externe. Que reste-t-il après? Un poids, une dette émotionnelle qui s'accumule et te fait payer la facture bien après que la colère se soit dissipée. L'autocontrôle, bien que cela semble abstrait, est en réalité une stratégie profondément pratique. Cela commence par identifier la séquence réelle de la colère. D'abord, l'irritation surgit, puis le corps réagit. Et c'est là qu'un petit espace presque invisible s'ouvre dans lequel tu as encore le pouvoir de décision. C'est l'instant critique. La plupart l'ignorent parce que cela exige une attention consciente et va à l'encontre du confort mental. Mais cet intervalle est la seule porte vers la liberté. Si tu ne t'entraînes pas à ce muscle, celui de t'observer et de faire une pause, tu deviens esclave de tes habitudes héritées, cette collection de réactions que tu répètes parce que tu n'as jamais remis en question si elles te bénéficiaient. La différence entre quelqu'un qui répond avec contrôle et quelqu'un qui réagit sans filtre se trouve dans cette marge de seconde, dans cette décision cachée que peu osent prendre. La pratique consiste donc à retarder la décharge. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'avaler la colère, mais de retarder la réponse juste assez longtemps pour démonter le mécanisme automatique. Respirer, remarquer le tremblement intérieur, reconnaître l'impulsion sans lui céder le contrôle. C'est du leadership personnel, pas de la résignation. Lorsque tu parviens à imposer ce petit délai, même si au début tu brûles intérieurement, tu te rends compte que l'urgence de répondre perd de sa force. La plupart des conflits se gonflent dans ce premier instant. Si tu survis au pic initial sans exploser, il est beaucoup plus facile de choisir une réponse intelligente par la suite. L'autocontrôle est une force silencieuse. Tout le monde ne le remarque pas, mais on le ressent toujours. C'est à toi de décider si tu veux continuer à payer le prix de chaque réaction automatique ou commencer, même si cela coûte, à investir dans le calme qui te rend invulnérable. C'est la différence entre vivre à la merci de tes impulsions ou commencer à construire un caractère qui ne se déforme pas chaque fois que quelqu'un appuie sur le mauvais bouton. Pratique l'autocontrôle avant de répondre. C'est là que commence le véritable respect de soi. 4. Ne te laisse pas contaminer par la colère des autres. Comme si tu entrais dans une pièce pleine de fumée étrangère, l'air se colle à ta peau, t'irrite les yeux, et même si ce n'est pas toi qui as allumé le feu, tu finis par tousser quand même. C'est ainsi que fonctionne la colère des autres. Elle s'infiltre, cherche des fissures, s'accroche à tes gestes et à ta voix sans que tu ne t'en rendes compte. Observe le visage de quelqu'un dominé par la colère. Mâchoire serrée, mains crispées, regard dur qui rebondit sur n'importe quel objet, mots lancés comme des poignards. L'ambiance se densifie, l'énergie se charge d'une électricité invisible. Tu sens la chaleur monter dans ton cou, l'impulsion de répondre sur la même fréquence. C'est une contagion silencieuse. Tu crois que tu décides, mais tu ne fais que copier le schéma émotionnel de celui qui est en face de toi. La colère des autres est une invitation à te perdre toi-même, à laisser une autre personne écrire le scénario de ta réaction. Si tu n'en es pas conscient, tu deviens une extension du malaise d'autrui, un écho de son bruit intérieur. Regarde-toi dans ces scènes quotidiennes, la circulation bloquée et un conducteur à côté de toi frappant le volant, criant dans sa capsule de frustration.
Tu sens ton pouls s'accélérer, la tentation de répondre avec la même rage pour une offense qui n'était même pas la tienne. Ou au bureau, quand quelqu'un lance une critique venimeuse et que la tension se propage comme une tache d'encre, tu vois les visages se durcir, tu entends le ton des voix s'élever, comme si la crispation avait des couleurs propres qui teintent l'environnement. Voici le danger. Quand tu te plonges dans la colère d'un autre, même si c'est par défense ou par justice, tu abandonnes ta liberté. Ce n'est pas ton devoir de porter la frustration des autres sur tes épaules. Ne absorbe pas le poids émotionnel de ceux qui ne savent pas le lâcher. Cette phrase vaut de l'or. Si tu répètes le geste de l'autre, si tu te laisses attraper par son irritation, tu ne fais que multiplier ce que tu cherches supposément à éviter. Le contrôle de soi le plus profond n'est pas seulement de résister à ton propre impulsion, c'est apprendre à te protéger du poison émotionnel que les autres déversent. Observe, respire et lâche prise. Laisse le mauvaise humeur de l'autre passer comme un courant froid. Tu décides si tu ouvres la fenêtre ou si tu la fermes. Il y a des gens qui confondent empathie et mimétisme, qui croient que pour soutenir quelqu'un, ils doivent assumer son état d'esprit comme le leur. Mais c'est le piège le plus facile et le plus coûteux. Le véritable calme commence lorsque tu es capable de rester intact dans la fumée, lorsque tu ne sautes pas à la première provocation, ni ne rejoins le cœur des plaintes. Ta paix ne doit pas être otage des gestes des autres. Si tu apprends à identifier quand la colère que tu ressens ne vient pas de toi, mais qu'on te l'a collée, tu fais un pas géant vers la véritable indépendance émotionnelle. Ne deviens pas le reflet du pire des autres. Décide d'être la limite. Le point où la colère s'arrête et se dissout. C'est la dignité de celui qui ne se laisse pas contaminer. 5. Anticipe les dégâts de vos impulsions. La plupart des gens ne se fâchent pas, ils se font du mal avec des excuses. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut affronter. Vous voulez penser qu'exploser vous défend ou que crier vous libère, mais tout ce que vous faites, c'est vous payer avec de la souffrance future. Avant de vous laisser emporter par l'urgence de répondre, vous avez l'obligation d'anticiper les dégâts. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez l'impulsion, vous ne brisez pas seulement le moment. Vous laissez une marque dans votre relation, vous épuisez votre propre image et vous commencez à porter une facture qui arrive toujours. Vous n'êtes pas une victime de vos émotions, vous êtes complice de votre sabotage. Certains se justifient en disant qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, qu'ils en avaient besoin, comme si le besoin de soulagement immédiat justifiait de ruiner ce qu'ils ne sacrifieraient jamais à froid. Aveuglé par l'inertie mentale, vous ne voyez pas le coup, vous perdez le respect de vous-même, vous semez du ressentiment et vous vous enfoncez dans la répétition du même cycle misérable. C'est aussi simple que cela. Chaque réaction incontrôlée est un investissement dans votre propre médiocrité. Personne ne vous entraîne, c'est vous qui signez le contrat. Pensez-vous vraiment que les dégâts disparaissent parce qu'ensuite vous demandez pardon? Le mot ne gomme pas l'impact, ne ressuscite pas la confiance, ni ne répare le poids que vous avez infligé à l'autre. Ce que vous faites sous l'impulsion est ce qui vous définit le plus, et c'est là que le caractère se brise ou se construit. Si votre première réaction est toujours de céder à la colère, votre vrai visage est celui du faible qui ne pense pas avant d'agir, et c'est ce que les autres finissent par retenir. Il n'y a pas d'acte plus stupide que de perdre son calme pour des choses insignifiantes. Vous ne regrettez presque jamais de vous être contrôlé, mais vous regrettez toujours d'avoir explosé. Répétez ceci. L'impulsion est un ennemi, pas un allié. Si vous n'êtes pas capable de voir les dégâts avant de les provoquer, alors vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes qu'un rouage de votre propre chaîne d'erreurs. Regardez en face le prix. Des disputes qui pourrissent, des liens qui se refroidissent, des opportunités qui se ferment parce que vous avez préféré le soulagement de 5 secondes à l'effort de vous contenir. Personne n'admire celui qui se justifie par son caractère. Vous n'inspirez que de la pitié ou de la distance. Votre vie entière est la somme de vos petits autocontrôles ou de vos petites capitulations. Si vous refusez de prévoir les dégâts que votre impulsion va causer, vous êtes comme celui qui tire sans regarder, lâche et aveugle.
Le véritable respect de soi commence lorsque vous choisissez la douleur inconfortable de vous arrêter plutôt que la satisfaction stupide d'exploser. Ce que vous anticipez, vous pouvez l'éviter. C'est la différence entre celui qui évolue et celui qui se ruine. N'attendez pas de ressentir les dégâts pour apprendre la leçon. Prenez de l'avance, prenez vos responsabilités. C'est ainsi que vous cessez d'être votre pire obstacle. 6. Apprends à lâcher prise sur l'inutile. Tu t'accroches à la colère parce qu'au fond, tu crois que lâcher prise, c'est perdre. Tu te convaincs que si tu renonces à cette rage ou à ce ressentiment, tu deviens faible, que tu laisses les autres gagner ou que tu t'exposes au mal. Mais maintenir l'inutile te pèse beaucoup plus que cela ne te protège. Ce que tu traînes avec toi, vieilles offenses, disputes non résolues, déceptions répétées, n'est pas de la force, c'est un fardeau. Tu t'habitues tellement à ce poids que tu oublies comment c'est de marcher léger et ton esprit se spécialise dans la fabrication d'excuses pour ne pas laisser aller ce qui, en réalité, te fait sombrer. C'est là que commence le piège mental. Tu t'identifies tellement au malaise que tu crains que lâcher prise te laisse vide, comme si ton histoire personnelle dépendait de collectionner des griefs au lieu de choisir ce qui mérite de l'espace en toi. Lorsque tu examines les disputes qui te fatiguent le plus, il s'agit presque toujours de ton attachement à avoir raison, à l'image de la victime, à la fantaisie qu'un jour viendra la réparation parfaite plutôt que de la gravité réelle de ce qui s'est passé. Mais la vie paie rarement ses dettes émotionnelles. L'orgueil te murmure que supporter la colère est une preuve de caractère, alors qu'en réalité, c'est une résistance enfantine à accepter l'impermanence de tout. L'ego préfère porter l'inutile plutôt qu'admettre que lâcher prise exige plus de courage que de retenir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir où tu investis ton énergie. C'est la phrase que tu ne veux pas entendre parce qu'elle dérange plus que n'importe quel reproche extérieur. Le mécanisme est insidieux. Tu te répètes l'histoire encore et encore. Tu l'édites, tu cherches des détails qui te donnent raison. Et chaque répétition solidifie ta position de victime ou de justicier. Combien d'énergie gaspilles-tu à revoir l'irrélevant, à répéter des réponses que tu ne diras jamais ou à désirer une reconnaissance qui n'arrivera jamais? Le temps que tu consacres à l'inutile est du temps volé à la paix que tu dis vouloir. Et la paradoxe est cruel. Plus tu t'accroches, moins tu as de contrôle. Le détachement n'est pas froideur, c'est autolidé. C'est te dire, avec brutalité, que tout ne mérite pas ton attention, que ta dignité réside dans la priorité de ce qui ajoute, pas dans la défense de ce qui te retire. La plupart des gens ne lâchent pas prise parce qu'ils confondent la douleur de lâcher avec la sensation de perdre quelque chose d'essentiel. Mais ce que tu perds n'est qu'un obstacle, un fardeau déguisé en bouclier. Le calme ne vient pas de gagner des disputes ni d'avoir le dernier mot, mais de lâcher la nécessité de prouver quelque chose. Celui qui sait lâcher prise n'est jamais enchaîné. Tu choisis ta liberté chaque fois que tu renonces au poids inutile, même si ton orgueil résiste. Pratique à lâcher l'inutile dans les petites choses, un commentaire, un regard, une critique, et tu verras comment l'esprit s'entraîne pour les grandes choses. Tu n'es pas ce que tu accumules, tu es ce que tu choisis de lâcher. C'est là que commence la véritable force. 7. Ne prends pas ce qui est étranger de manière personnelle. Tu es dans une réunion de travail et quelqu'un lance une critique directe, sans filtre, juste devant les autres. Tu ressens une décharge dans la poitrine, l'impulsion de te défendre ou de riposter. Mais si tu t'arrêtes et analyses froidement le mécanisme, la plus grande partie de cet impact ne vient pas de ce qui a été dit, mais de la façon dont ton esprit l'interprète. Le commentaire devient une menace seulement parce que tu le laisses passer par le filtre de ton ego, parce que ton histoire interne le transforme en une attaque personnelle. L'erreur la plus courante est de supposer que tout ce que les autres font ou disent a quelque chose à voir avec toi, comme si chaque geste d'autrui était une évaluation de ta valeur ou une pièce supplémentaire du puzzle de ton estime de soi. C'est ainsi que fonctionne le piège mental. Tu crois que tu es le centre de la scène,
que chaque réaction de l'autre est un jugement sur toi, alors qu'en réalité, dans la plupart des cas, chacun projette ses propres conflits, frustrations et manques. Ce qui est étranger est rarement personnel, mais ton filtre le transforme en un fardeau personnel. Si tu regardes clairement, tu remarqueras que la plupart des gens agissent depuis leur propre poids émotionnel, depuis leurs blessures non résolues, depuis l'urgence de libérer des tensions qui n'ont rien à voir avec toi. Un patron qui crie est probablement saturé de pression. Un membre de la famille qui critique répète ses propres insécurités. Quelqu'un qui te méprise ne voit pas ta réalité, mais le film mental dans lequel il est piégé. L'erreur stratégique réside dans le fait de laisser ces projections atterrir sur ton estime de soi et se transformer en colère, alors que tu pourrais simplement reconnaître leur origine et décider de ne pas porter ce qui n'est pas à toi. Ne mets pas les chaussures des autres si tu ne veux pas marcher sur leur chemin. Cette phrase, tu dois te la rappeler chaque fois que tu ressens l'impulsion de répondre avec colère à quelque chose qui, en réalité, ne t'appartient pas. L'autocontrôle à ce stade implique une décision consciente. Séparer ce qui vient de l'extérieur de ce qui surgit en toi, identifier les frontières entre ton monde intérieur et le chaos des autres. Si chaque provocation te tire, tu perds de l'énergie, de la dignité et de la clarté mentale. Tu deviens un acteur secondaire dans le film des autres. La véritable maîtrise consiste à observer la situation, à détecter l'intention derrière le geste et à te demander si cela mérite un espace dans ton esprit. La plupart du temps, le meilleur coup est de ne pas investir une seconde dans ce qui ne reflète que le conflit interne d'un autre. Ta paix n'est pas à vendre. Si tu intègres cela, tu deviens presque immunisé contre les provocations extérieures, car tu comprends que tu n'es pas une poubelle émotionnelle où n'importe qui peut déverser sa frustration. La pratique est simple et brutale. Chaque fois que quelque chose t'affecte, questionne si cela t'appartient vraiment ou si tu ne fais que porter le poids que quelqu'un d'autre ne sait pas lâcher. C'est ici que commence la véritable indépendance émotionnelle. Quand tu décides que rien d'étranger ne peut définir ta valeur ni ton état mental. 8. Sois patient même avec ce qui est difficile. J'ai du mal à l'admettre, mais la patience n'est pas mon instinct naturel. Quand quelque chose tourne mal, quand une personne difficile croise mon chemin, je ressens une pression sourde dans la gorge, les mains tendues, le corps poussé par l'urgence de régler le problème, de répondre, de presser le temps. Je me surprends à regarder l'horloge, à serrer les dents, à fabriquer intérieurement des arguments pour justifier mon impatience, comme si supporter l'inconfort était une injustice personnelle. Le bruit d'une voix qui retarde la file, la lenteur de celui qui ne comprend pas l'évident, jusqu'au clic répétitif d'un stylo au bureau, tout devient un rappel de combien je tolère peu ce que je ne contrôle pas. Et là se trouve le véritable conflit. L'impatience n'est pas une force, c'est l'incapacité d'accepter l'inconfort sans que cela te détruise de l'intérieur. Personne ne veut se voir ainsi, mais si tu es honnête, tu sais que le malaise ne vient pas du monde, il vient de ta résistance à ce que tu ne peux pas accélérer. La scène est toujours concrète. Tu attends que quelqu'un change, qu'il cesse de commettre les mêmes erreurs, qu'il te comprenne du premier coup, et quand cela ne se produit pas, la frustration s'accumule comme un fardeau physique. Tu le sens dans le froncement de sourcils, dans le pied qui tape le sol sans que tu le veuilles, dans la respiration superficielle. Le corps devient un tableau de signaux, tension dans le cou, épaules rigides, regard qui se durcit. Ce n'est pas un hasard si ce qui est difficile finit par sembler insupportable. C'est le filtre mental qui amplifie chaque désagrément, qui te convainc que la patience est perdre du temps, que céder de l'espace à l'inconfort est céder du pouvoir. Mais la vérité est autre. Ce qui est difficile ne se surmonte pas en criant ni en faisant des accès de colère. On le surmonte quand on accepte que le temps ne danse pas à notre rythme et que la maturité consiste à supporter le processus sans perdre la tête. La patience n'est pas passivité, c'est un exercice actif de maîtrise de soi. Choisir d'attendre,
de respirer profondément, de regarder le geste tendu de l'autre sans te permettre d'exploser, c'est un investissement quotidien dans ta propre force. La patience est une force sous contrôle. Si tu parviens à traverser le moment inconfortable sans céder à l'impulsion, tu découvres qu'il n'y a pas d'adversaire externe plus dur que ta propre intolérance. L'entraînement se trouve dans ces longues minutes où tout te demande de capituler. C'est là que se construit le muscle invisible du caractère. Ce qui est difficile ne disparaît pas parce que tu es impatient, mais cela devient plus supportable si tu cesses de lutter contre chaque obstacle. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'avaler en silence, mais d'apprendre à coexister avec l'inconfort sans le transformer en poison. Voir la personne difficile, écouter le commentaire maladroit, supporter le retard, c'est le véritable champ d'entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas te précipiter, de ne pas répondre avec irritation, de ne pas alimenter l'anxiété, tu renforces ta confiance en toi. Il y a une dignité silencieuse chez celui qui maintient son calme quand tout invite à l'excès. La patience est l'élégance de ce qui est fort. Ne cherche pas de raccourcis. Apprends à tolérer le lent, le maladroit, l'inconfortable. C'est la seule façon de ne pas devenir prisonnier de tes propres urgences. La patience n'est pas une faveur à l'autre, c'est une déclaration de pouvoir sur soi-même. 9. Priorise ta paix, pas ton orgueil. Traîner l'orgueil, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion d'avoir le dernier mot, de prouver que tu es supérieur ou de défendre ton ego blessé, tu ajoutes une pierre au poids que tu portes chaque jour. Pourquoi insistes-tu sur ce fardeau absurde? Parce qu'on t'a vendu l'idée que céder est une défaite, que lâcher ta position est perdre de la valeur et que garder la mâchoire serrée te protège de l'humiliation. Mais la vérité est beaucoup plus brutale. Chaque fois que tu mets ton orgueil avant ta paix, tu achètes à crédit ta propre fatigue. Tu deviens esclave d'un mécanisme qui ne te vole que de l'énergie et te laisse vide. L'orgueil te promet de la force, mais il te livre de la faiblesse. Il te vend de la dignité, mais ne te laisse que solitude et épuisement. Prends la paix plutôt que le prestige, car le prestige est un mirage. Tant que tu crois avoir besoin de gagner chaque discussion ou de sortir indemne de chaque affrontement, ton esprit sera enchaîné aux circonstances et à l'approbation des autres. Et ainsi, peu importe combien de fois tu gagnes, tu continues à perdre ce qui est le plus important. Ne te trompe pas, l'orgueil n'est pas de la noblesse, c'est de la peur déguisée en courage. C'est la voix intérieure qui te chuchote que si tu ne te défends pas, tu seras écrasé. Si tu ne t'imposes pas, tu seras effacé. Mais quand tu examines avec honnêteté ce que te vole l'orgueil, tu réalises que tu ne gagnes même pas de respect. Tu ne fais que semer distance et ressentiment. La prochaine fois que tu ressentiras cette urgence de répondre avec force, de marquer ton territoire ou de corriger celui qui te contredit, arrête-toi un instant et demande-toi si cette bataille mérite ce qui t'appartient vraiment, ta paix intérieure. La plupart des conflits quotidiens ne sont rien d'autre que des querelles pour des détails insignifiants, pour des nuances minimales que demain tu ne te souviendras même pas, mais qui aujourd'hui te coûtent des heures de malaise. Ne sacrifie pas ta tranquillité pour une victoire inutile. Répéter ce principe est inconfortable, car l'esprit résiste à baisser la garde, mais chaque fois que tu priorises le calme sur l'orgueil, tu renforces la partie la plus mature et forte de toi-même. Le véritable autocontrôle se mesure dans ces secondes où tu peux choisir entre exploser ou lâcher prise, entre rester ancré dans le ressentiment ou le laisser passer comme quelqu'un qui laisse tomber une pierre inutile. Ne confonds pas dignité avec obstination. Il y a plus de pouvoir chez celui qui sait se retirer à temps que chez celui qui se bat jusqu'à l'épuisement total. La paix n'est pas pour les lâches. Elle appartient à ceux qui en ont déjà assez de vivre de manière réactive. Si tu veux vraiment évoluer, accepte cette vérité inconfortable. Céder sur le superficiel, c'est investir dans l'essentiel. Tu n'es pas moins en ne répondant pas. Tu es plus fort en ne tombant pas dans chaque provocation. Choisis ta liberté plutôt que ta vanité. Choisis ta paix et tu verras que le reste cesse d'avoir de l'importance.
10. Fais de l'autocontrôle une habitude quotidienne. L'autocontrôle n'est pas un objectif, c'est une discipline quotidienne où ce n'est rien. C'est la ligne qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui restent piégés dans le même cycle de réactions et d'excuses. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux lire toutes les phrases inspirantes, te promettre chaque matin que, aujourd'hui, tu vas garder ton calme. Mais si tu ne transformes pas l'autocontrôle en une habitude aussi naturelle que respirer, tes progrès seront toujours fragiles, provisoires, soumis aux fluctuations de tes états d'âme. L'esprit, par défaut, recherche le soulagement immédiat et si tu ne l'entraînes pas, il va te traîner encore et encore sur le chemin connu de l'irritation et de la décharge. Ici, il n'existe pas de chance, seulement la répétition consciente de petites décisions inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent partie intégrante de ta structure. Personne ne naît maître de soi. Cela se forge en choisissant chaque jour l'effort de retarder l'impulsion au lieu de s'y abandonner. La première chose que tu dois déconstruire est la croyance que l'autocontrôle est réservé aux situations extrêmes ou aux personnalités fortes. Non, le muscle se construit dans le minimum, dans la façon dont tu réagis au trafic, à l'oubli d'un autre, à un commentaire maladroit, à la petite frustration qui insiste pour apparaître. Si tu te permets de perdre ton calme dans les détails, tu t'entraînes à échouer quand cela compte vraiment. Chaque réaction automatique est une micro-fracture qui, additionnée, te définit bien plus que les grands gestes occasionnels de sérénité. L'habitude ne se construit pas dans la théorie, mais dans les secondes inconfortables où tu choisis de garder le silence, de respirer profondément et de laisser passer la provocation. Répète ce principe. La maîtrise d'aujourd'hui est la base du caractère de demain. Le conflit réside dans l'esprit qui cherche des excuses pour retarder le changement. Ce n'est pas si grave. Cette fois, j'avais raison. L'autre l'a cherché. Mais derrière chaque justification se cache la peur de lâcher le soulagement immédiat, de faire face au vide momentané qui reste lorsque tu ne te décharges pas. L'autocontrôle quotidien consiste à supporter ce vide sans le remplir de bruit, à résister à la tentation de céder à l'impulsion et, à la place, à rester avec le poids de la pause quelques secondes de plus. Ce n'est qu'ainsi que tu reprogrammes le mécanisme. Ce n'est qu'ainsi que l'autocontrôle passe d'une pause occasionnelle à devenir la base de ta vie. Fais de l'autocontrôle une habitude quotidienne car il n'existe pas d'autre liberté réelle. La répétition est le seul chemin. Personne ne respecte celui qui est esclave de ses impulsions, même pas toi. Si aujourd'hui tu choisis la discipline, même si cela te dérange, demain tu auras le caractère que tu admires. Reste ferme, l'autocontrôle est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire en toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens ne changent jamais vraiment. Ils se résignent à porter le poids mort de leurs vieilles habitudes, répètent des formules échouées, puis se demandent pourquoi la vie ne s'améliore pas. La transformation personnelle radicale n'est pas une promesse d'auto-assistance, c'est une rupture chirurgicale avec la version faible de soi-même. Il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut enterrer les excuses, cesser de chercher la motivation et adopter la discipline comme seule boussole. Personne ne viendra te sauver de tes propres tendances autodestructrices. Le seul chemin possible est de prendre un contrôle absolu et de faire taire la voix intérieure qui justifie le statu quo. La réalité est simple, soit tu exécutes avec une brutalité honnête, soit tu répètes le cycle jusqu'à vieillir sans changer. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est un système d'entraînement mental pour résister au plaisir facile et supporter la douleur nécessaire. Tu cesses d'être esclave de la dopamine et tu deviens maître de tes actions. Le coût du changement est élevé.
Mais le coût de rester le même est insupportable. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose, confort, validation, vieilles amitiés, tu ne gagneras rien de réel non plus. Parle moins, fais plus. Tu n'as besoin ni de permission, ni d'applaudissements pour te reconstruire. Il y a un moment où tu décides de ne pas revenir en arrière. Ce moment peut être aujourd'hui. Si tu comprends cela, tu es déjà un pas plus près de devenir quelqu'un d'irrécognizable pour ton ancien moi. La discipline est la seule véritable forme de liberté. Si tu veux un changement définitif, prépare-toi à payer le prix. 1. Rompe tout lien avec ton ancien moi. Si tu ne romps pas avec ton ancien moi, tu l'entraînes comme une chaîne invisible qui sabote chaque pas. C'est aussi simple que ça. Il n'existe pas de transformation réelle tant que tu continues à négocier avec les habitudes, les peurs et les pensées qui t'ont condamné à l'immobilisme. La version qui t'a amené ici n'est pas seulement inefficace, c'est ton principal obstacle. Arrête de te mentir en espérant qu'une motivation spontanée te sorte du trou. Cette personne, celle qui procrastine, celle qui justifie chaque échec, celle qui cherche des excuses pour ne pas agir, doit mourir. Oui, mourir. Parce que si tu continues à lui donner de l'oxygène, elle te consume de l'intérieur. Le changement radical commence par un renoncement brutal, couper de racines tout lien avec l'identité qui te rend faible. Il ne s'agit pas d'une transition tiède ou de petits ajustements. Tu as besoin d'une amputation psychologique. Es-tu prêt à payer le prix? Parce que cela ne se paie pas en mots ni en intentions, mais en actions inconfortables et décisions douloureuses. Chaque fois que tu répètes la même routine, que tu parles de la même manière, que tu penses de la même façon, tu te sabotes. S'accrocher à ces schémas, c'est comme signer un contrat avec l'échec. Tant que tu tolères de petites permissions, des excuses minimes, le vieux toi se renforce. Tu n'es pas spécial. Personne ne l'est face à l'inertie de sa propre médiocrité. La rupture exige une coupure totale. Habitude, environnement, même relation si nécessaire. Si tu t'entoures de personnes qui renforcent ta paresse ou ta compassion pour toi-même, tu choisis de rester le même. Ne cherche pas à adoucir le processus. Le confort est le refuge de ceux qui ne changent jamais. La phrase est simple, la version faible doit cesser d'exister aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas après un dernier essai. Aujourd'hui. L'ancien toi cherchera toujours à revenir, car l'esprit est accro à ce qui est connu, même si cela te détruit. C'est pourquoi chaque jour nécessite une décision consciente et agressive. Ne pas dialoguer avec cette partie de toi qui demande une trêve, qui cherche de petits plaisirs immédiats, qui veut reporter l'effort réel. L'auto-illusion est le piège le moins cher et le plus coûteux qui existe. Si tu répètes les mêmes excuses, tu fabriques un futur identique au passé. La discipline est le seul outil pour briser ce cercle. L'action est le marteau qui détruit l'ancien moule. Tu n'es pas tes pensées faibles, ni tes impulsions automatiques. Tu es ce que tu choisis d'exécuter quand personne ne regarde. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Soit tu romps avec ton ancien moi, soit tu deviens son otage. L'identité ne se négocie pas, elle se construit ou se perd. 2. La discipline remplace la motivation. Tu te réveilles, le réveil sonne et ton corps réclame 5 minutes de plus. La journée vient à peine de commencer et déjà la première négociation mentale s'engage. Juste un peu plus. Aujourd'hui, je peux me le permettre. Demain, je commence sérieusement. Personne ne te voit. Personne ne saurait si tu cèdes. Mais au fond de toi, tu sais ce qui se passe. Ton esprit mesure chaque concession et accumule une dette invisible qui plus tard te pèse. C'est là que la motivation a souvent tendance à te faire défaut, car elle dépend de sensations éphémères, d'humeurs aussi fragiles que le sommeil que tu viens d'interrompre. La motivation est un visiteur capricieux. Elle arrive, te promet un avenir meilleur et disparaît quand tu en as le plus besoin. Si tu continues à attendre de te sentir motivé, ta vie entière se transformera en une succession d'excuses et de procrastination. L'esprit cherche toujours le chemin le plus facile, économise de l'énergie et justifie le moindre effort. Tu te convaincs que tu as besoin d'inspiration pour te lever, pour t'entraîner, pour étudier, pour quoi que ce soit qui nécessite de l'inconfort.
Mais derrière cette croyance, des années d'habitude opèrent. Tu as entraîné ton cerveau à associer le changement à un effort inutile et le plaisir immédiat à la récompense. Le résultat est une sorte de paralysie déguisée en auto-apitoiement, où chaque tâche importante se transforme en un fardeau démesuré. C'est ici que la discipline entre en jeu comme un mécanisme inflexible. Elle ne consulte pas ton état d'esprit, ne demande pas si cela te plaît, ne négocie pas. La discipline est la décision d'agir même quand tu n'en as pas envie, et c'est cela qui façonne une nouvelle identité, pas les impulsions passagères. La différence brutale entre ceux qui changent et ceux qui échouent réside dans la gestion de ces micro-moments quotidiens. Celui qui attend la motivation devient esclave de ses fluctuations internes. Celui qui se discipline devient architecte de son caractère. Et oui, au début, ça fait mal. La discipline est inconfortable, impopulaire et presque toujours solitaire. Mais chaque fois que tu exécutes une action correcte sans ressentir de désir, tu crées une fracture dans l'ancien schéma. C'est un entraînement qui reprogramme tes circuits jusqu'à ce que faire ce qui est juste devienne la norme et non l'exception. Voici le secret que personne ne veut accepter. La motivation est un luxe que tu ne peux pas te permettre. La discipline est la dette que tu dois payer chaque jour. Il n'y a pas de magie derrière une vie transformée, juste l'accumulation silencieuse de décisions difficiles, prises seules. La discipline remplace la motivation parce qu'elle ne te demande pas, elle t'exige. Le jour où tu cesseras d'attendre de te sentir prêt et commenceras à agir, tu commenceras à être libre. Tu ne voudras pas toujours, mais tu peux toujours obéir à ton plan. La différence réside dans ce que tu tolères de toi-même quand personne ne regarde. Ce que tu fais d'inconfortable te reconstruit. 3. Contrôle ta dopamine, dirige ton esprit. Je te le dis sans filtre. Pendant des années, mon esprit a été un laboratoire d'excuses chimiques. Ce n'était pas seulement de la faiblesse, c'était de l'ingénierie mentale. Chaque fois que je procrastinais, chaque fois que je me laissais distraire par mon téléphone ou par n'importe quel plaisir immédiat, je ressentais ce micro-stimulus, cette décharge minimale de dopamine qui, bien que fugace, m'entraînait à associer la moindre échappatoire à un soulagement. Et ainsi, sans m'en rendre compte, je cédais du terrain et remettais le contrôle de ma vie à une molécule. Il ne s'agit pas d'addiction au sens classique, mais d'une dépendance silencieuse qui sabote toute tentative de discipline. Parce que la dopamine n'est pas seulement motivation, c'est le moteur de l'attente, le mécanisme qui te pousse à poursuivre des récompenses rapides et te vole la tolérance à l'effort soutenu. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu deviens sa marionnette. Et peu importe combien de volonté tu crois avoir, si ta journée est remplie de petites gratifications, ton système nerveux apprend à résister à tout effort qui ne promet pas de plaisir immédiat. Le véritable ennemi n'est pas la fatigue ni le manque de temps, mais la dispersion mentale constante qui fragmente ton attention et affaiblit ton caractère. Chaque notification, chaque changement de tâche, chaque impulsion que tu suis sans questionner alimente un circuit de récompense qui te rend plus fragile face au travail acharné et à l'inconfort. C'est pourquoi contrôler ta dopamine est un acte de rébellion personnelle. Cela signifie cesser d'alimenter le cycle du plaisir rapide et commencer à diriger ton esprit vers le véritable progrès, même si cela fait mal. Ici, il n'y a pas de moralisation, juste de la biologie appliquée à la stratégie de vie. Si ta routine est pleine d'échappatoires, nourriture, réseaux sociaux, séries, potins, ta capacité de concentration et ta résilience chutent en flèche. Le muscle de la discipline s'atrophie. C'est pourquoi décide aujourd'hui quel stimuli tu vas éliminer sans négociation. Bloque les sources de gratification vides, réduis ta consommation d'actualité, transforme le loisir passif en silence productif. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine, mais de rééduquer ton système de récompense pour qu'il tire du plaisir de l'avancement, pas de l'immobilisme. Remplace le plaisir facile par le plaisir difficile, celui qui n'arrive qu'après l'effort, lorsque tu accomplis une tâche inconfortable ou que tu tiens une promesse envers toi-même.
Au début, ton esprit criera, exigera des retours immédiats, cherchera n'importe quelle excuse pour retomber dans ce qui est connu. Mais cet inconfort est le signe que tu es en train de desprogrammer l'ancien cycle. Chaque jour où tu résistes à la tentation et choisis le vrai travail, tu renforces une nouvelle identité. Contrôler ta dopamine n'est pas un tour de laboratoire, c'est une déclaration d'indépendance. L'esprit que tu gouvernes est l'esprit qui te construit. Si tu ne diriges pas ta chimie, ta vie la dirige pour toi. 4. Prends tes responsabilités sans excuse ni cachette. Il y a une scène que peu de gens reconnaissent. Tu te vois assis devant une table de compte ouvert. Ce ne sont pas des factures d'électricité ni des papiers officiels, mais des enregistrements invisibles de chaque promesse brisée, chaque excuse lancée dans l'air, chaque objectif que tu as enterré sous le tapis du « je n'ai pas pu ». L'encre ne s'efface pas. Les chiffres croissent en silence. Pendant que tu te justifies, ce livre mental accumule des intérêts. L'auto-tromperie est un comptable froid. Il continue à additionner même si tu fermes les yeux. Et le pire, c'est que, dans ce bilan, personne d'autre ne porte ta dette. Tu peux sourire devant les autres, inventer des histoires, te distraire avec des obligations. Mais dès que tu éteins la lumière, tu te retrouves seul avec ce que tu as réellement accompli et tout ce que tu as choisi de remettre à plus tard. Il n'y a pas de cachette. Le poids, tu le sens sur tes épaules, dans ta mâchoire serrée avant de dormir, dans ton estomac quand tu te rappelles ce que tu as promis de changer il y a des mois. La responsabilité radicale signifie regarder ce solde sans filtre et accepter qu'il n'y a pas d'autre signature dans ces enregistrements que la tienne. Cela se remarque même dans les détails. La façon dont tu évites certains appels, comment tu repousses des conversations inconfortables, la manière dont tu regardes du coin de l'œil le calendrier en sachant que tu te mens sur les délais. C'est un langage corporel silencieux, mais brutal. L'évasion se dessine dans les gestes, dans la tension du dos, dans la façon dont tu te justifies par inertie. La véritable transformation ne commence pas par une déclaration publique ni par des phrases motivantes, mais par l'acte privé d'assumer chaque erreur, sans raccourcis mentaux ni récits adoucis. Quand tu fermes toutes les sorties, quand tu cesses de chercher des coupables externes, ce tranchant inconfortable de la responsabilité s'affûte. Et oui, ça fait mal. Mais cette douleur est la seule qui pousse en avant. La douleur de l'excuse ne fait que t'enfoncer plus profondément. Prends tes responsabilités sans excuse ni cachette. Personne ne paiera ta dette à ta place. Les justifications sont des placebos qui soulagent 5 minutes et affaiblissent toute une vie. La discipline commence lorsque tu brûles tes routes de fuite, lorsque tu acceptes que chaque jour est une nouvelle signature dans ce livre de comptes internes. L'acte de rendre des comptes n'est pas grandiloquent, c'est regarder directement ce que tu n'as pas fait, avaler l'inconfort et faire ce qu'il faut même s'il n'y a pas d'applaudissements ni de témoins. Le caractère se construit dans l'obscurité. La maturité, c'est cesser de chercher des recoins ou te cacher de tes propres décisions. Si aujourd'hui tu remets la responsabilité à demain, la charge sera le double. Il n'y a pas de force plus puissante que de te regarder en face et de dire, sans embellissement, « Cela a été mon choix, je l'assume, je le change. » Sans ce geste, tout le reste n'est que théâtre. 5. Agis en silence, n'explique pas tes plans. Parler, c'est perdre de la force. Chaque mot que tu lances sur tes projets est une énergie que tu offres au vent et une validation bon marché qui diminue ton engagement. Personne n'a besoin d'entendre ce que tu vas faire. Ni tes amis, ni ta famille, ni les réseaux, ni même toi-même devant le miroir. Celui qui agit vraiment n'explique pas, il agit. Si tu te sens obligé de justifier ce que tu feras, c'est que tu doutes encore de ta propre décision. Ne te trompe pas. L'impulsion de partager tes intentions est une fuite psychologique, un mécanisme pour soulager la pression sans bouger d'un millimètre. Ce que tu cherches, c'est une approbation anticipée, un applaudissement sans avoir foulé le ring. Ainsi, tu deviens esclave du récit et jamais du résultat. Le plan que tu cries est le plan que tu ne réalises jamais. Le silence
est le filtre qui sépare ceux qui s'entraînent en privé de ceux qui cherchent seulement reconnaissance. Tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Le véritable progrès se remarque dans la solidité de tes habitudes, pas dans la quantité de likes, ni dans les conseils gratuits que tu collectionnes pour te sentir compris. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de raconter à quelqu'un ce que tu vas changer, mords-toi la langue. Ton énergie est limitée et la dépenser en explications te laisse sans ressources quand vient le moment inconfortable de l'action. Les mots sur des projets futurs sont une anesthésie. Ils te rassurent et te font croire que tu as déjà fait quelque chose alors que tu n'as pas bougé le petit doigt. Si tu es accro à tout raconter, c'est que tu as besoin de la fantaisie d'avancer pour ne pas faire face à la réalité de ton stagnation. Personne ne progresse par ce qu'il dit qu'il fera demain. Tu n'évolues que par ce que tu exécutes aujourd'hui, même si personne ne le voit. Le véritable changement est sourd, invisible et souvent inconfortable. Parler est facile, agir est douloureux. C'est pourquoi choisis la douleur qui construit, pas le soulagement qui t'endort. Garde tes plans sous clé jusqu'à ce que tes résultats soient impossibles à ignorer. La discipline qui compte ne fait pas de bruit. Elle ne se vante pas, ne demande pas la permission, ne cherche pas de témoins. Si tu t'engages vraiment, tu verras que le silence est ton meilleur allié et l'ego ton pire saboteur. Chaque fois que tu te justifies, tu affaiblis ta parole. Chaque fois que tu agis sans annoncer, tu renforces ton caractère. N'explique pas, démontre, ne promets pas, réalise. Tu es ce que tu exécutes quand personne n'applaudit. Si tu as besoin qu'on te croie, c'est que tu ne te crois pas encore toi-même. L'ancien toi était expert en discours. Le nouveau toi n'a besoin que de résultats. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de parler, souviens-toi, le silence est la signature de ceux qui changent vraiment. 6. Unir le stoïcisme, la stratégie et la constance quotidienne. La vérité est la suivante. Si tu n'unis pas philosophie, stratégie et constance quotidienne, tu ne briseras jamais le cycle qui te condamne. Peu importe combien de fois tu te promets que demain sera différent, ni combien de forces brutes tu essaies d'appliquer pendant une semaine. Le véritable changement n'est pas une explosion de volonté. C'est une architecture mentale qui exige 3 colonnes. Le stoïcisme qui refroidit l'émotion, la stratégie qui ordonne le chaos et la constance qui transforme le bon en routine. Ton esprit va te tendre des pièges tout le temps. Il va chercher des raccourcis, justifier des reculs, déguiser la paresse en prudence. C'est pourquoi tu as besoin d'une philosophie qui te soutienne lorsque la fatigue et la frustration te murmurent d'arrêter. Le stoïcisme n'est pas seulement un vieux livre, c'est ce rappel brutal que tu ne contrôles rien d'extérieur, mais que tu es maître de chaque réaction, de chaque micro-décision. Il ne s'agit pas de résignation, il s'agit d'entraîner le muscle de l'indifférence face à ce qui ne dépend pas de toi. Chaque fois que tu t'arrêtes pour penser à ce que les autres pensent, aux circonstances, à la chance, tu jettes ton énergie par la fenêtre. Celui qui se discipline à l'intérieur crée une base inébranlable. Mais la philosophie sans stratégie n'est qu'un réconfort intellectuel. Si tu n'as pas de plan concret, ton esprit divague et se perd dans de bonnes intentions. Le cerveau a besoin de structure. Si tu ne lui donnes pas un cadre, il invente des excuses. C'est pourquoi définis tes actions la veille, réduis l'improvisation au minimum et anticipe tes propres pièges. Un jour sans agenda est un jour perdu pour l'ancien toi. Ce qui n'est pas planifié est reporté. La stratégie est la différence entre répéter des schémas et avancer même d'un pas. Et c'est là qu'intervient la constance. Non pas la constance romantique des phrases motivationnelles, mais la constance rude et sans gloire de faire de même quand tu ne veux pas, quand cela ne se voit pas, quand le seul témoin est toi. L'habitude est la seule preuve d'un engagement réel. Ce que tu répètes te construit ou te détruit. Reconnais-le. Ton plus grand ennemi a toujours été le manque d'intégration entre ce que tu penses, ce que tu planifies et ce que tu exécutes. Si tu n'alignes pas ces 3 niveaux, tu tombes dans l'auto-illusion déguisée en réflexion.
Le caractère se forge dans la répétition quotidienne de petites actions qui semblent insignifiantes, mais qui à long terme accumulent un poids irréversible. La discipline est la somme de 1000 décisions inconfortables. Le stoïcisme est ton bouclier, la stratégie ta carte, la constance ton moteur. Personne ne le fera à ta place. Choisis la douleur de la discipline, ou vis en portant l'inconfort éternel du remords. Sans l'union de ces trois principes, tu seras toujours otage de ta version la plus faible. L'identité ne s'improvise pas, elle se répète. 7. Construis une identité avec des victoires minimales. Tu regardes l'horloge après une longue journée et presque sans y penser, tu sautes la dernière tâche que tu avais promis d'accomplir. Cela ne semble pas grand-chose. Une page de ce livre, 10 minutes d'exercice, répondre à un email en attente. Demain, te dis-tu, tu te rattraperas. Mais ce petit écart est la brique avec laquelle tu construis la version qui échoue. Voici le cœur du problème. L'identité ne se construit pas avec de grands gestes, ni avec des discours, mais avec l'accumulation microscopique de ces victoires minimales ou de ces défaites invisibles. Chaque fois que tu choisis d'accomplir ne serait-ce qu'une seule action inconfortable, même sans témoin ni conséquences immédiates, tu changes la structure interne de ton caractère. Le muscle de la discipline ne se développe pas avec des intentions grandioses, mais avec la répétition presque mécanique de ces petits actes qui semblent ne rien modifier, mais qui en réalité transforment tout. L'erreur la plus fréquente est de sous-estimer le pouvoir du petit. L'esprit recherche toujours des résultats drastiques, des transformations spectaculaires, car l'ego a besoin de preuves évidentes pour croire que tu vaux plus qu'hier. Voici le truc psychologique. Lorsque la seule mesure valable est le progrès gigantesque, l'échec devient inévitable et la frustration s'installe. Mais si tu fais de gagner ne serait-ce qu'une bataille minuscule chaque jour une norme, tu commences à pirater le système. Le cerveau, par conception, répond à l'accumulation de réussites, pas seulement aux grands jalons. Si tu répètes des comportements corrects, même s'ils sont ridiculement modestes, tu renforces le circuit qui associe ton identité à l'accomplissement, pas à l'excuse. La constance est le résultat de l'accumulation de petites décisions alignées, pas de rafales héroïques. Il y a une mécanique simple derrière cela. En exécutant une victoire minimale, par exemple, en ne sautant pas le verre d'eau au réveil, en ne reportant pas cet email, en ne laissant pas le lit défait, tu apprends à ton esprit que tu es quelqu'un qui accomplit, pas quelqu'un qui négocie. L'effet est cumulatif et, avec le temps, irréversible. La confiance ne naît pas de promesses, mais de preuves quotidiennes, même triviales. Si aujourd'hui tu accomplis une seule chose inconfortable, demain il te sera plus facile d'en accomplir deux. Ainsi, l'identité se recalibre par répétition. Ta parole a du poids, même si personne ne l'entend. Fais-le petit, fais-le inconfortable, fais-le tous les jours. Ne sous-estime pas la valeur de la victoire minimale. C'est la base sur laquelle repose tout le progrès réel. Si ta journée se termine et qu'au moins une bataille a été gagnée contre la paresse, la dispersion ou le doute, la tendance a déjà changé. La nouvelle identité se construit à l'abri des regards, sur le terrain invisible de ce que presque personne n'est prêt à exécuter. La discipline naît dans le détail. Si tu es incapable de gagner dans le petit, tu ne gagneras jamais dans le grand. 8. Parle de toi avec force et clarté. Je vais être brutalement honnête. Pendant des années, chaque fois que je parlais de moi à voix haute, j'avais l'impression de signer ma propre condamnation. Je m'écoutais décrire mes plans, mes idées, mes prétendues forces, et je remarquais que ma voix devenait plus faible, plus tremblante, comme si j'essayais de me convaincre de quelque chose que je n'arrivais pas à croire. Dans ces conversations, je baissais presque toujours les yeux, touchais la table avec mes doigts, cherchais n'importe quelle excuse pour justifier mes échecs ou pour embellir ce que j'avais fait. Même lorsque personne ne me questionnait, j'étais déjà sur la défensive, inventant des récits doux pour éviter le poids de ma propre insatisfaction.
C'est un geste presque invisible. Tu hausses les épaules, évites le contact direct, choisis des mots neutres pour que personne ne remarque la fracture entre ce que tu dis et ce que tu es. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu transformes ton discours interne et externe en un reflet exact de ton insécurité. Parler de soi sans force est une manière élégante de demander la permission d'échouer. La plupart des gens vivent ainsi, se décrivant en diminutif, utilisant des phrases qui leur enlèvent du poids. Plus ou moins, j'essaie, parfois ça marche, j'ai de la malchance. Ce sont des tics verbaux, mais aussi des béquilles mentales. Peu importe ce que tu exécutes si ta narration est faible. Ton identité se déforme chaque fois que tu te définis en utilisant des excuses, des ironies ou des minimisations. Les gestes le trahissent. Le regard fuyant, le ton éteint, le corps voûté. Le langage quotidien façonne le moule dans lequel tu te retrouves ensuite piégé. Si tu parles de toi comme quelqu'un de tiède, ton esprit l'enregistre comme une loi. Le langage n'est pas seulement une description, c'est une autoprogrammation. Et chaque fois que tu t'entends justifier tes limites ou tes erreurs, tu renforces une identité qui se contente de la médiocrité. Ce que tu répètes te construit ou te détruit. C'est aussi simple que cela. La solution n'est pas un optimisme bon marché, ni de répéter des phrases vides devant le miroir. Parler de toi avec force et clarté commence par éliminer tout remplissage, tout déguisement verbal. Parle peu, mais quand tu le fais, que ce soit avec des mots clairs, directs, sans embellissement ni diminution. Si quelqu'un te demande comment tu es, réponds ce que tu fais réellement, pas ce que tu rêves de faire, ni ce que tu crains de reconnaître. Ne dis pas « plus ou moins discipliné ». Tu es discipliné dans ce que tu accomplis, et c'est tout. N'utilise pas « parfois ça marche ». Soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Chaque fois que tu choisis des mots, fais-le comme s'ils étaient un investissement qui définit le plafond de ton identité. Parle comme si quelqu'un prenait des notes. Ton caractère dépend de ce que tu te permets de dire de toi-même. Si tu dois te décrire, fais-le debout, sans cacher tes mains, avec une voix ferme et le corps aligné. Ce n'est pas un acte théâtral, c'est un entraînement à la dignité intérieure. La clarté dans le langage est un filtre. Elle sépare la version qui échoue de celle qui se reconstruit. Chaque phrase que tu utilises pour te décrire doit avoir le poids d'une promesse tenue. Les mots faibles te lient au passé. Les mots forts ouvrent l'avenir. Personne ne respectera ton processus si tu le racontes comme s'il s'agissait d'un accident. N'aie pas peur de te voir directement, sans diminution ni embellissement. Ta narration est le premier levier de transformation. Parle de toi comme si tout dépendait de ces mots, parce que c'est le cas. 9. Accepte la douleur et la solitude du changement. Changer vraiment, c'est comme arracher une croûte sans anesthésie. Il n'y a pas de soulagement immédiat, juste une brûlure vive qui te rappelle tout ce que tu as perdu et ce que tu es prêt à perdre. Tu parles de transformation, mais tu es terrifié par l'amputation psychologique que le processus exige. Tu veux la gloire du résultat sans la blessure du chemin. C'est ainsi que fonctionne l'auto-trahison. Tu essaies de négocier avec la douleur. Tu la dilues dans des routines confortables, tu cherches la culpabilité à l'extérieur, et quand personne ne te comprend, tu l'appelles solitude injuste. Non, ce n'est pas injuste. C'est le prix exact de la rupture du contrat avec la médiocrité. Personne ne va t'accompagner dans le bloc opératoire de ton caractère, car la chirurgie est privée. La douleur n'est pas une anomalie, c'est le reçu qui t'arrive quand tu décides de ne plus être un parmi tant d'autres. Seuls ceux qui restent en arrière peuvent se permettre le réconfort du groupe. Celui qui avance doit affronter le froid de l'isolement. Crois-tu vraiment que tu peux construire une nouvelle identité sans traverser le vide, de ne appartenir à rien ni à personne pendant un certain temps? Cette fantaisie de transformation accompagnée est le poison de ceux qui ne changent jamais. L'inconfort permanent, la sensation de ne pas s'intégrer, le silence de ne pas avoir à qui expliquer ta discipline. Tout cela est le terreau fertile où pousse une version indestructible de toi-même.
Il ne s'agit pas de chercher reconnaissance ni d'attendre compréhension. La solitude est le filtre qui sépare ceux qui avancent réellement de ceux qui ne font que fantasmer sur le fait d'avancer. La douleur physique et émotionnelle qui arrive lorsque tu coupes des relations, lorsque tu romps des habitudes, lorsque tu refuses de suivre le script social, est le seul indicateur fiable que tu es sur la bonne voie. Si ça ne fait pas mal, ce n'est pas réel. Si tu ne t'isoles pas, tu ne changes pas. Tu te maquilles juste pour que le monde t'applaudisse sans risquer de perdre quoi que ce soit. Le sacrifice fait mal parce qu'il est irréversible. Tu perds des gens, tu perds des routines, tu perds des validations bon marché. Mais tu gagnes quelque chose que personne ne peut te donner ni te retirer. La certitude brutale que tu as supporté le processus que les faibles évitent. Il est facile de se tromper en pensant que la douleur est un signe d'erreur. Ce n'est pas le cas. La douleur est l'alarme qui avertit que tu as quitté la zone morte où opérait ton ancien moi. La solitude est l'impôt que tu paies pour cesser d'être une copie. Tout le monde dit vouloir du changement jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'y aura pas de témoins, ni de récompense, ni d'applaudissements. L'inconfort est ton entraînement quotidien. La douleur est ta nouvelle langue. La solitude est ton bouclier. Personne ne franchit ce seuil accompagné. Personne ne survit au processus intact. La douleur ne demande pas de permission. La solitude ne donne pas d'explication. Accepte-le. Soit tu acceptes le coup, soit tu recules pour toujours. Ce qui ne te tue pas te définit. 10. Rends ton engagement envers le nouveau toi irréversible. L'irréversible ne se négocie pas, tu le brûles ou tu le conserves, mais il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce type d'engagement qui sépare ceux qui changent pour toujours de ceux qui collectionnent les tentatives. Si l'ancien moi est toujours vivant quelque part, si tu laisses une porte entrebâillée pour revenir quand ça fait mal, tu vas tomber dans le même piège que d'habitude. L'engagement réel ne se ressent pas comme de l'enthousiasme, mais comme un renoncement froid. Tu regardes ce que tu étais, tu acceptes ce que tu ne seras plus jamais et tu scelles la sortie. Il n'y a aucune garantie de soulagement immédiat. La seule chose certaine est l'inconfort permanent que le véritable changement apporte. À l'intérieur, ton esprit va chercher 1000 façons de te convaincre que tu exagères, que tu peux te permettre un retour partiel, que ce n'est pas nécessaire d'être si radical. Mais tu le sais déjà, chaque fissure, chaque exception est un sabotage différé. Quand tu comprends cela, l'engagement n'est plus une promesse, c'est une amputation psychologique délibérée. Rendre l'engagement envers le nouveau toi irréversible est un exercice d'honnêteté brute. Cela signifie reconnaître que, si tu laisses des raccourcis mentaux ou des rituels nostalgiques du vieux toi ouvert, tes progrès sont fictifs. L'esprit est expert pour conclure des trêves avec la faiblesse. Il te murmure que l'effort mérite une récompense, qu'après tant de sacrifices tu peux relâcher un peu, que ce n'est pas grave si tu recules juste pour aujourd'hui. Ce dialogue interne est le mécanisme le plus astucieux de l'auto-tromperie. C'est pourquoi la seule façon de protéger le processus est d'éliminer tout élément qui te connecte à l'ancien. Pas seulement des habitudes, mais aussi des environnements, des objets, même des mots qui te rappellent le personnage que tu veux enterrer. L'engagement irréversible se ressent comme une étrange solitude, une sorte de deuil pour ce que tu laisses derrière. Mais là, dans ce vide inconfortable, commence la véritable reprogrammation. N'attends pas que la confiance arrive avant l'acte. D'abord tu exécutes, ensuite tu crois. L'esprit refuse de lâcher ce qui est connu parce qu'il craint de rester sans ancrage, sans ancienne identité à laquelle se référer quand la fatigue se fait sentir. Mais il n'y a qu'une seule décision qui compte, brûler les ponts. Ce que tu ne détruis pas te détruit. C'est une loi interne. L'engagement définitif implique de fermer la voie de secours et de sceller le doute, même si ton corps proteste et que ton cerveau invente des excuses. Chaque jour où tu choisis de ne pas reculer, même si c'est inconfortable, tu renforces l'algorithme de la transformation. C'est un investissement émotionnel. Tu renonces au soulagement éphémère pour construire une certitude qui ne dépend ni de l'humeur ni de la nostalgie. La nouvelle identité n'accepte pas de compromis. Si tu doutes, tu perds.
Si tu négocies, tu recules. L'irréversibilité est un entraînement invisible. Il s'agit de te rappeler chaque matin que le prix de revenir en arrière est de te perdre toi-même. Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a pas de seconde chance pour la version qui laisse des portes ouvertes. Fais en sorte que ton engagement soit si définitif qu'il n'existe aucun retour, même pas en pensée. Ce n'est qu'ainsi que le nouveau toi cesse d'être une expérience et devient une loi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.